Cérémonie de canonisation de Jean XXIII et de Jean-Paul II. Les deux anciens papes ont été proclamés saints lors d'une messe devant plusieurs fidèles à la place Saint-Pierre de Rome en Italie. Madame, Monsieur, bonsoir. Voilà, nous l'avons dit donc, les papes Jean XXIII et Jean-Paul II ont été proclamés saints ce matin à la place Saint-Pierre de Rome en Italie. L'événement a réuni plusieurs chefs d'État et de gouvernement. Compte rendu Delphine Yari, Barthelbois. Miséricorde, amour de Dieu, pour Dieu et pour son prochain, des termes qui ont focalisé la cérémonie de sanctification et de canonisation des papes Jean XXIII et Jean-Paul II. Le premier a fortement contribué à l'ouverture de l'Église catholique sur la société et le second est resté populaire dans le monde entier, notamment auprès de ses concitoyens. Le rituel de sanctification s'est déroulé selon les préceptes édictés par l'Église catholique. Aussi, à 3 reprises, la demande d'inscription de Jean XXIII et Jean-Paul II sur le catalogue des saints a-t-elle été formulée par le cardinal Angelo, préfet de la Congrégation pour la cause des saints. Ce qui devait ainsi marquer le début de la procession à travers une messe sainte officiée par le pape François. Pour lui, Jean XXIII et Jean-Paul II ont collaboré avec le Saint-Esprit pour restaurer et actualiser l'Église selon sa physionomie d'origine. Cette canonisation est finalement l'hommage que le pape François rend à 2 artisans du Concile de Vatican II. Jean XXIII en est l'instigateur et Jean-Paul II le principal maître d'œuvre. Ce sont donc près de 5 millions de personnes, en majorité chrétiens catholiques, qui se sont donné rendez-vous à Rome, place Saint-Pierre. L'importance de l'événement valait bien le déplacement. Les chefs d'État d'une 20aine de pays se sont joints aux adeptes du catholicisme pour célébrer en toute communion la canonisation de ces 2 grands hommes de Dieu. Un événement sans précédent dans la cité du Vatican, en ce que la canonisation de Jean XXIII et Jean-Paul II s'est déroulée en présence de 2 autres papes, François et Benoît XVI. Voilà donc, pour être un peu plus complet sur cette actualité, le pape François a canonisé les papes Jean XXIII et Jean-Paul II ce dimanche lors d'une messe à laquelle ont assisté 800 000 fidèles, 24 chefs d'État et 2 millions de téléspectateurs. Les temps forts avec nos confrères de ITV. Rien ne l'y obligeait, mais il l'a fait. Le pape François, en présence de son prédécesseur Benoît XVI, a canonisé dimanche 27 avril à Rome, en une même cérémonie, les 2 illustres pontifes, Jean-Paul II et Jean XXIII. Plus de 800 000 fidèles massés sur la place Saint-Pierre ont assisté à la cérémonie, ainsi que 24 chefs d'État et 2 millions de téléspectateurs. Un événement historique. Nous déclarons et définissons les bienheureux Jean XXIII et Jean-Paul II saints, et nous les inscrivons parmi les saints, décrétant qu'ils doivent être vénérés comme tels par toute l'Église. 2 modèles de sainteté au style bien différent. D'abord celui de Jean-Paul II. 27 ans de pontificat pour le plus globe-trotteur des papes. Il voyagera dans de nombreux pays, insufflant un renouveau inédit à l'Église catholique. Il se rend 14 fois en Afrique et prône la chasteté pour lutter contre le sida. En Allemagne, ses visites contribueront à la chute du mur de Berlin et il sera aussi le premier pape à rentrer dans une synagogue en 2001. La fin de sa papauté, moins glorieuse, sera caractérisée par une longue agonie, avec l'image d'un pape affaibli par la maladie et les scandales de pédophilie qui frappent l'Église. Son aîné, Jean XXIII, moins connu, est décédé il y a plus de 50 ans. Connu pour sa bonté et sa simplicité, il était surnommé par les fidèles le bon pape. Il marquera aussi profondément l'Église pendant ses 4 ans de pontificat. C'est lui qui initie le Concile du Vatican II, symbole d'une ouverture au monde moderne qui reconnaît la liberté de conscience et de religion. 2 figures, 2 visions différentes de l'Église catholique que le pape François a fait pénétrer côte à côte au panthéon du catholicisme.
Voilà donc retour à Libreville pour parler de cette actualité. Les jeunes membres de l'aumônerie Berthéjean ont offert une représentation de la Passion du Christ au public librevilleois. C'était à l'auditorium de l'immeuble à Rambaud. Un moment d'intense émotion pour le public. Compte rendu Téclair Mekui Movono, reportage. Réunis autour de leur aumônier, le père Yves Loussou, les jeunes de l'aumônerie Berthe et Jean ont entrepris de commémorer la Passion du Christ en offrant au public librevilleois, ici à l'immeuble Rambaud, une représentation théâtrale de la Passion du Christ. Une magnifique soirée qui a débuté avec une prestation des jeunes choristes de l'aumônerie Berthe et Jean, lesquels ont saisi cette opportunité pour présenter au public librevilleois quelques titres de la bande baptisée les communéos. A suivi une représentation quasi magistrale de la Passion du Christ par les jeunes de l'aumônerie Berthe et Jean, lesquels, maîtrisant les passages bibliques, leurs textes, ont rivalisé de talent lors de cette représentation, revisitant des moments cruciaux comme le reniement de Jésus par Saint-Pierre, la Sainte Seine, la trahison de Judas, la comparution devant les grands prêtres, celle devant Ponce Pilate, la crucifixion, puis la résurrection du Christ. Judas, n'es-tu pas lié à ce Jésus? Non, grand prêtre. Jésus nous a déçus. Il refuse de prendre le pouvoir. Il fait des reproches en public. Ceci est la coupe de mon sang. Cela vous rappellera mon amour pour vous. Cela vous rappellera ma présence au milieu de vous. Une représentation qui aura marqué bien des esprits. Ils ont essayé d'adapter, oui, c'était bien. Pour le collège Berthe et Jean, c'est vraiment une œuvre magnifique qu'ils ont pu faire pour témoigner à d'autres chrétiens la foi en Jésus. Pour dire que je fus même très surpris de l'organisation. Cela a été vraiment de taille et le message est passé, c'est le plus important. Moi j'aimais la partie là où on a cloué Dieu. Ça faisait pitié. Voici bien une initiative à renouveler par les jeunes de l'aumônerie Berthe et Jean, essentiellement des jeunes élèves du lycée privé international Berthe et Jean. Nous parlons à présent de coopération militaire, donc suite à l'entretien avec le chef du gouvernement, le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis ainsi que le commandant des forces navales des États-Unis au sein de la 6e flotte ont procédé à la visite du navire américain actuellement dans les eaux gabonaises. Compte rendu Yannick Menga, Francis Ngomo. Afin d'améliorer la sécurité maritime dans le golfe de Guinée, un objectif qui sert à la fois le Gabon et la région, l'ambassade des États-Unis se félicite de l'arrivée du bâtiment USNS Spearhead à Libreville. Long de 103 mètres, pour une largeur de 28,5 mètres, l'USNS Spearhead est un catamaran en aluminium pouvant atteindre 83 km/h à vide et 65 km/h à pleine charge. Il peut transporter 60 tonnes de fret à une distance de 1931 km. Doté d'une plateforme pour un hélicoptère lourd, il compte aussi, sur l'arrière, une rampe permettant de débarquer le matériel transporté. Les JHSV disposent également des couchages pour 104 passagers et des sièges pour 312 autres. Possédé et armé par le Military Sea Lift Command, MSC, il est mis en œuvre par 22 Marines civils. L'USNS Spearhead a quitté la base de Little Creek en janvier, en Virginie, pour la Méditerranée et l'Afrique, où le bâtiment va opérer jusqu'au mois de mai au sein de la 6e flotte américaine. Nous avons des bonnes réunions aujourd'hui avec le Premier ministre et aussi le ministre de Défense et son équipe. Et nous avons discuté la sécurité maritime pour le Gabon et nos recommandations pour une stratégie pour la sécurité du domaine maritime au Gabon. Il y a un partenariat très fort avec le Gabon et c'est dans le cadre de ce partenariat qui se trouve ici en territoire gabonais. Essentiellement discuter du trafic illégal, du piratage, de la haute criminalité en mer. Les JHSV sont conçus pour déployer des troupes, des véhicules et du matériel dans le cadre d'opérations militaires ou humanitaires.
La présence de ce bâtiment au Gabon démontre la volonté et l'engagement du gouvernement américain à approfondir son partenariat avec le Gabon. De son côté, le bataillon de reconnaissance de combat vient de célébrer la 28e édition de l'arme blindée. La cérémonie du camp militaire de Mélène a été présidée par le chef d'état-major de l'armée de terre. Compte rendu Tassiana Minko, Christian Maïnda. Exécution de l'hymne national, observation d'une minute de silence en faveur des cavaliers disparus. Le BRC, le bataillon de reconnaissance et de combat, célèbre la 28e édition du Saint-Patron. Pour rappel, l'événement commémore le premier cavalier du monde, jeune officier chrétien qui délivra la princesse de Libye de la gueule du lion en le tuant par une lance. Ce que nous célébrons chaque année, comme cette année ce fut la 28e édition, nous célébrons notre Saint-Patron qui est Saint-Georges. Saint-Georges n'a été autre que le créateur de cette arme, donc l'arme blindée, qui a été montée autrefois à cheval, ensuite à moto, après c'est passé dans les engins blindés. C'est pourquoi nous lui rendons hommage tous les 23 avril pour célébrer la fête des cavaliers. Ici, chef d'état-major de l'armée de terre, officier supérieur et sous-officier, l'occasion pour le commandant du BRC de dresser un bilan des... Général, lors de ma prise de commandement le 20 mai 2013, précisément un an, vous m'avez instruit de ce que votre plan d'action s'inscrit autour du triptyque discipline, instruction et entraînement. Pour s'arrimer à ce socle, nous avons fait du possible avec de l'impossible, en réalisant une salle d'opération munie d'une caisse à sable, un parcours d'obstacles à 90%, une guérite de sécurité et la construction de 3 stèles escadrons. Ce bilan d'étape me permet solennellement de solliciter de vous un regard plus que particulier sur l'aspect mobilité et infrastructurel. S'en est suivi le dépôt symbolique de la gerbe de fleurs par le général d'état-major Pierre Rizogo Rousselot en hommage aux cavaliers morts en service. Puis la visite des escadrons, 3 au total, unités composées de 120 à 150 bonhommes. L'un des temps forts de cette cérémonie commémorative, la démonstration du cross-combat, symbole du soldat qui n'a plus ses munitions, procède au corps à corps. Un défilé militaire a mis un terme à la célébration du Saint-Patron. Le prochain rendez-vous, le 23 avril 2015, pour la 29e édition. La Caisse des dépôts et de consignation vient de tenir son conseil d'administration pour l'exercice 2013. Mais qu'est-ce qu'on retient comme résultat? Explication dans ce compte-rendu de Jean-Augustin Zengué et Jean-Pierre Moussoami. Procéder à l'arrêté, puis à l'approbation des états financiers annuels au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2013, voilà autant les objectifs de la réunion des membres qui composent le conseil d'administration de la Caisse des dépôts et consignations. Des résultats encourageants comparativement à l'année 2012. L'année dernière a été une année exceptionnelle parce que nous avions arrêté les comptes l'année dernière sur 22 mois et que 2013, nous considérons que c'est l'année test qui consolide à peu près les actions qui ont été managées par notre structure, n'est-ce pas, parce que c'est sur 12 mois. Et il y a eu des avancées significatives qui ont été réalisées, surtout en termes de résultats. Nous avons un résultat presque le double de ce qui a été fait sur le premier exercice. Hein. Donc je peux dire que, en tout cas, nous sommes dans des très bonnes dispositions et dans une des très bonnes orientations pour que la CDC puisse jouer son rôle. Le résultat de cette année, de 2013, s'élève à plus de 5 milliards. Nous pensons que nous sommes sur la bonne voie et que l'équipe actuelle managériale de la CDC, y compris l'exécutif, c'est-à-dire la direction générale et puis le conseil d'administration, nous sortons de ce conseil assez satisfaits et que nous pensons que nous avons des bonnes perspectives, tout justement
dans le domaine, disons, de la gestion d'une part, et également sur toutes les règles prudentielles qui doivent animer le management de la Caisse des dépôts de consignation de notre pays. Des résultats nets de 5 milliards 195 millions de francs CFA qui augurent des lendemains meilleurs à la CDC. Lesquels résultats devraient permettre à la Caisse des dépôts et consignations de mener à bien sa mission, celle d'appuyer les politiques publiques, notamment en assistant les collectivités locales dans le cadre des investissements. Voilà, donc on parle encore des premières assises sociales du Gabon qui ont connu un franc succès. Ces assises ont permis aussi à certaines structures de décliner leur politique sociale. C'est le cas de la CNSS. Guifrin Ndongobian, Christian Maïnda. La clôture de la première édition des assises sociales du Gabon a drainé 1 million de personnes. Certains Librevillois qui ont fait le déplacement ont découvert la nouvelle carte biométrique de la CNSS. Vous allez dorénavant avoir cette carte qui se différencie de la première du fait que cette fois-ci il y a une puce et à l'intérieur de cette puce il y a une base de données embarquée sur les informations essentielles dans, on va dire, la vie d'un assuré. Pour ce qui est de la scolarisation des enfants déficients auditifs de l'ENEDA et des orphelins du centre social d'Angondje, la possibilité pour ces derniers d'être dans des établissements classiques est devenue possible. Nous sommes constamment dans la réflexion pour comment faire mieux pour l'amélioration des conditions éducatives de l'enfant déficient auditif. Cette année, nous avons pu ouvrir une classe spéciale, une classe intégrée ou inclusive qui a été accueillie par l'institution Immaculée Conception. Le centre d'accueil d'Angondje, en fait, c'est un centre qui est dédié à la protection de l'enfant en difficulté sociale. Donc, nous nous occupons de plusieurs problématiques, comme les enfants victimes de traite, des enfants qui viennent de familles qui vivent la grande précarité, des orphelins, bien sûr, des enfants abandonnés, et aussi des enfants qui nous sont confiés par décision de justice dans le cadre d'une mesure de protection judiciaire de l'enfant. L'éducation et la scolarisation de ces enfants qui constituent des cas sociaux sont à prendre en compte dans la mise en œuvre de la stratégie d'investissement humain au Gabon. Car la stigmatisation et l'exclusion sont des freins pour la solidarité et le développement d'une nation. Prévention primaire des risques professionnels, cas de la vaccination en milieu professionnel, c'est le thème de la rencontre organisée par la Société gabonaise de santé au travail. Compte rendu Marie-Josée Ndombi. L'enseignement post-universitaire, le premier du genre, organisé par les spécialistes de la médecine du travail à travers leur structure sur la vaccination en milieu professionnel, vient ici traduire la volonté affichée par les intéressés qui visent 3 objectifs. Le premier est la sacralisation de la vie du travailleur en lui permettant de travailler en toute sécurité, en bonne santé, en cours et en fin de vie active. Le deuxième est le développement durable. Le troisième est la réduction des coûts de prise en charge médicale et des réparations. À cette occasion, le président de la Société gabonaise de santé au travail a transmis le message de l'un des pionniers de la spécialité, le docteur Nambo Eze, actuellement ambassadeur du Gabon au Sénégal. Je voudrais encourager tous les autres acteurs qui interviennent de près ou de loin pour une meilleure prise en compte de la santé au travail en milieu professionnel, qui au fil du temps prennent conscience de la nécessité d'organiser la prévention des risques professionnels au sein de leurs structures respectives. Le thème choisi pour ce premier enseignement post-universitaire, à savoir la vaccination en milieu professionnel, me paraît assez pertinent au regard des enjeux qu'il porte. Les participants aux assises de Port-Gentil ont pris un engagement, celui de poursuivre ce combat noble dont le but est de préserver le capital humain pour une meilleure prospérité des entreprises.
Renforcer la formation en premier secours, c'est l'objectif principal de cette signature d'accord entre la Croix-Rouge gabonaise et le Comité international de la Croix-Rouge. Explication Chérel Bongota, Francis Mbanja. D'un côté, la Croix-Rouge gabonaise, de l'autre, le Comité international de la Croix-Rouge. Au cœur de la rencontre, la signature d'un accord de partenariat qui va définir pendant 3 ans les rapports entre les deux institutions. Il va s'agir du renforcement des capacités de la Croix-Rouge gabonaise dans les domaines de la formation en premier secours et l'équipement. Objectif, promouvoir l'image de la Croix-Rouge gabonaise en plein essor. Pour moi, au niveau du CICR et de la région centrafricaine, avoir une société nationale comme la Croix-Rouge gabonaise qui est plein de nouvelle énergie, qui est en train d'avancer, c'est pas seulement important pour le Gabon, mais aussi pour toute la région. Et là, la Croix-Rouge gabonaise, pour moi, c'est dans ma région ici, c'est vraiment une des sociétés qui est le plus à l'avant actuellement. Et puis, c'est pour ça que je suis particulièrement heureux de signer cet accord ici. Voilà. La formation, pour nous, constitue un point fondamental dans la réponse d'urgence, dans le secourisme et également dans la réponse aux catastrophes. Depuis bientôt 2 à 3 ans, probablement lié au changement climatique, probablement lié également à l'urbanisation anarchique qui prend de l'ampleur dans nos villes, le Gabon connaît de plus en plus quelques catastrophes, notamment des inondations, des vents violents. Et nous, notre rôle en tant qu'organisation humanitaire, c'est d'apporter secours. Et nous ne pouvons pas répondre à cette mission si nous n'avons pas des ressources humaines formées, si nous n'avons pas des ressources humaines de qualité. Et c'est pourquoi je me réjouis de l'intérêt que le CICR apporte toujours à la Croix-Rouge gabonaise pour booster, pour renforcer le centre de formation de premier secours qui a été créé au niveau de notre société nationale. Un accord cadre qui vient formaliser le rapprochement entre les deux parties et consolider la coopération, laquelle agit au service de la vie, souvent fragile et menacée. L'Institut supérieur d'ingénierie veut partager l'expérience des universités russes à travers la mise en place d'un cadre juridique. Les objectifs de ce partenariat ont été présentés aux étudiants et aux responsables académiques. Compte rendu Cédric Moulemalonga, Victor Mundunga. Dans sa quête de l'excellence académique, l'Institut supérieur d'ingénierie se tourne vers un pays lointain, la Russie. Nous avons choisi la Russie à cause de son potentiel, parce que nous avons du personnel ici, moi personnellement, qui sommes des produits de ce pays. Nos attentes, c'est d'avoir la possibilité d'un cadre juridique de coopération interuniversitaire, la possibilité pour nos spécialistes d'aller en stage chez eux, la possibilité pour nos étudiants en fin de cycle d'aller en fin de cycle pour le dernier semestre d'études chez eux et faire en sorte que l'expérience russe soit profitable à l'Institut supérieur d'ingénierie. Nous sommes venus au Gabon dans le cadre d'un partenariat que nous allons conclure avec l'Institut supérieur d'ingénierie ISI, donc sous la bannière de l'Université italienne de Moscou, Uniscusano, qui a voulu être en partenariat avec nous pour venir ici au Gabon et voir les moyens et les voies de faire en sorte qu'il y ait une coopération interuniversitaire entre notre université de Ulianovsk, Uniscusano et l'Institut supérieur d'ingénierie ISI. En fait, ici, il ne s'agit pas déjà d'un partenariat scellé, mais plutôt d'un protocole d'intention. À travers cette conférence, les diplomates et les responsables de l'Uniscusano, une université russe de renom, ont édifié l'assistance sur les tenants et les aboutissants d'un tel partenariat. Ça représente une grande opportunité dans la mesure où nous sommes dans un marché qui devient de plus en plus compétitif, où on a besoin d'améliorer nos compétences et pouvoir aller en Russie, voir un peu d'autres environnements pourrait nous permettre d'élargir nos compétences et revenir avec plus de qualifications afin de mieux affronter le milieu du travail. À travers les présentations qui nous ont été faites, on a pu constater qu'il s'agit là
des universités qui délivrent de formations de pointe et je pense que c'est tout bénéfique pour l'ensemble des étudiants de notre institut. En attendant la signature de ce partenariat qui permettra aux professionnels et aux étudiants en fin de cycle de cet établissement supérieur d'aller partager l'expérience des universités russes, un cadre juridique a donc été mis en place. 11 écoles du district de Bikondom dans la province du Wellington viennent de bénéficier de 500 manuels scolaires destinés aux enseignants et aux élèves. La dotation est du ministère de l'Éducation nationale. Compte rendu Lolita Obono, Gérard Mindou. L'école au cœur du développement. À travers le plan sectoriel éducation, ce sont au total 11 écoles primaires du district de Bikondom qui ont bénéficié de 500 manuels scolaires de français et de mathématiques de la première année à la 5e année. Cette dotation rentre dans le programme annuel mis en place par le ministère de l'Éducation nationale pour doter toutes les écoles de la République des manuels. Donc toutes les écoles du département sont concernées, mais pour cette fois-ci, nous sommes aujourd'hui dans le district de Bikondom après avoir été ailleurs. Les écoles concernées aujourd'hui sont les écoles situées sur l'axe Nkolmongwa Anama. Cette dotation du ministère de l'Éducation nationale vise non seulement à faciliter le travail des enseignants, mais aussi à offrir une éducation de qualité aux élèves. L'inspecteur pédagogique du Wellington Nord a par ailleurs saisi l'opportunité pour exprimer quelques difficultés qui freinent sa mission. La plus grande difficulté, c'est l'absence de matériel roulant. Parce que notre travail consiste beaucoup à être sur le terrain parce qu'il faut en permanence sur la production des enseignants. Pour cela, il nous faut nous déplacer en permanence. Malheureusement, nous n'avons pas de véhicule. Pour l'amélioration du taux de réussite scolaire dans la localité, cheval de bataille du Conseil stratégique de réflexion sur le développement de Bikondom, Firmin Maurice Nguima a sensibilisé les populations. Le président dit que Congo travaille avec un programme de société. Donc il travaille avec quoi? Son programme de société, c'est l'avenir en confiance qui est décliné dans le plan stratégique Gabon émergent. Dans ce programme, il y a d'abord les fondations. C'est comme quand vous construisez une maison. Vous ne pouvez pas construire une maison sans les fondations. Et les fondations, c'est le capital humain. Ce que vous avez vu tout à l'heure, c'est faire en sorte que les hommes et les femmes, les enfants du Gabon soient bien formés. Parce que si aujourd'hui, j'ai l'honneur de me retrouver sur cette tribune, c'est grâce à l'école. C'est à cause de l'école que nous sommes aujourd'hui arrivés là où nous sommes. Et pour le président de la République, le capital est humain, donc l'école est au cœur de son programme de société. À travers le plan sectoriel éducation du plan stratégique Gabon émergent, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, ambitionne ainsi donner une éducation de qualité à tous. Pour rendre un hommage mérité au professeur Samba Diop, enseignant à l'Université de Paris, le département des lettres modernes de l'Université Omar Bongo vient d'organiser un colloque international qui a vu la participation de plusieurs professeurs. Compte rendu, Elvire Tali, Gérard Mindou. Ces assises organisées à l'honneur de celui qu'on appelle affectueusement professeur Papa Samba Diop ont permis au département de lettres modernes de l'Université Omar Bongo de rendre un hommage mérité à ce éminent professeur. Axé sur le thème littérature francophone et comparatisme, ce colloque international a vu la participation de plusieurs professeurs des pays amis venus partager leurs connaissances. Nous continuons le colloque qui a commencé hier en hommage au professeur Papa Samba Diop de l'Université de Paris-Est. Ce matin, nous avons beaucoup plus insisté sur l'aspect linguistique, le contact de la langue française avec les langues locales, le problème même de l'utilisation du français dans les pays francophones. Papa Samba Diop est un grand professeur titulaire des universités françaises, mais qui a formé beaucoup d'Africains, parmi lesquels beaucoup de Gabonais, jusqu'à 18 thèses. C'est énorme. Alors, l'université Omar Bongo et tout le Gabon
a choisi de rendre un hommage mérité à ce chercheur qui a formé beaucoup d'Africains et surtout beaucoup de Gabonais. Cette rencontre internationale, riche en enseignements, a également vu la présence de plusieurs étudiants. Ce colloque apporte réellement un plus parce que c'est pour nous non seulement l'occasion de découvrir des professeurs venant d'autres universités, mais également une occasion pour nous d'avoir déjà une idée sur nos futures tâches, c'est-à-dire nos futurs travaux en ce qui concerne les travaux du 3e cycle. Avec à son actif plusieurs réalisations littéraires, le professeur Samba Diop reste un véritable modèle pour les générations futures. Voilà donc, avant de mettre un terme à cette édition d'information, nous parlons d'une réunion au siège de la Fédération gabonaise de football. Pierre-Alain Mungengi était face aux deux parties de l'association des footballeurs du Gabon. On retiendra la sérénité retrouvée entre les deux camps et la volonté de s'unir pour mieux servir le football. Compte rendu Raïssa Lormeza, Jean-François Ondo. Autour du nouveau président de la Fédération gabonaise de football, Pierre-Alain Mungengi, les acteurs de l'association des footballeurs du Gabon. Fait nouveau et marquant, Gimbina et Valérie Ondor ensemble. D'abord, dans un premier temps, c'était de prendre contact avec le président élu, nouvellement élu, lui présenter nos félicitations et lui dire combien on était heureux de savoir qu'il a été élu et donc j'espère que nous prendrons du plaisir à travailler avec lui. Nous avons décidé de nous retrouver enfin pour dorénavant parler d'une même voix. C'est d'ailleurs dans cette optique-là que le président de la fédération a entamé son propos, à savoir qu'il souhaitait que dorénavant la famille des footballeurs soit définitivement réunie. Et d'ailleurs, nous n'avons pas attendu qu'ils nous le disent, nous avons anticipé. C'est pour ça que vous avez vu Valérie à nos côtés. Donc dorénavant, les choses sont définitivement rentrées dans l'ordre. Gimbina et les siens reconnaissent à Valérie Ondo d'avoir conduit l'association sur les fonds baptismaux. Aujourd'hui, cependant, celle-ci doit aller de l'avant. Monsieur Valérie Ondo est un membre fondateur de l'association. À ce titre, il a droit à tous les honneurs et à tout le respect, naturellement. Maintenant, ensemble, nous allons regarder avec le bureau exécutif quelle est la place qu'on va lui accorder, mais ce sera, rassurez-vous, une place de choix, compte tenu du fait que si cette association existe, Valérie Ondo, comme bien d'autres, ont contribué à la mettre en place et à partir de ce moment-là, il mérite toute notre amitié, tout notre respect et bien évidemment, nous lui trouverons un rang qui siera à sa qualité de membre fondateur de l'association. Cette rencontre entre les deux parties, en présence du patron de la FIGAFOOT, illustre du triomphe de l'intérêt général à servir le sport roi sur l'intérêt personnel et égoïste. Voilà donc un seul titre à retenir dans cette édition d'information. Cérémonie de canonisation de Jean XXIII et Jean-Paul II. Les deux anciens papes ont été proclamés saints lors d'une messe devant plusieurs fidèles à la place Saint-Pierre de Rome en Italie. Le président de la République, chef de l'État Libongo Ondimba, était présent à cette cérémonie. Merci d'avoir regardé le journal qui a été coordonné par Tassena Minko, Félika Biongo Kombila. Quant à moi, je vous retrouve dans un prochain avenir, toujours avec le même plaisir. Au revoir.